Les rendez-vous du ballon ovale s'organisent de plus en plus souvent à Marseille. Cette fois-ci, il s'agit de beach rugby et en 23 ans, c'est la seconde fois que les plages du Prado accueillent le Masters final du circuit de l'European Beach Rugby Association. Nous sommes ici avec Lionel Laugier pour en parler. Bonjour Lionel. Bonjour. Le beach rugby, ce n'est pas étonnant, a d'abord été pratiqué dans les îles du Pacifique Sud. Oui, en fait, ça s'est pratiqué depuis des années sur tout le littoral français. Et c'est vrai qu'on a plutôt une connotation des îles quand on pense au beach rugby, à la pratique du beach rugby ou du rugby sur le sable. Et en fait, c'est une discipline, surtout le beach rugby 5, qui est originaire d'Italie et qui a été exportée ici à Marseille, puisqu'on est le berceau en fait de cette discipline de rugby sur sable à plaquer. Oui, et depuis la discipline a fait du chemin, Marseille est la seule étape française du South Beach Rugby 5. Pourquoi Marseille ? Parce que avec des copains un jour, comme on jouait, on s'est dit écoutez, on va aller se faire un petit pique-nique avec un ballon sur la plage et on a joué sur la plage. Je me suis dit tiens, ça pourrait être sympa d'organiser un tournoi. Et entre les 13istes et les 15istes, on a créé le premier tournoi de beach rugby en 2001 et ça fait le 23e anniversaire en fait de notre création cette année. Un choix qui va faire des jaloux dans toutes les villes où le rugby est religion ? Jaloux, je sais pas, mais surtout des adeptes. De plus en plus, on a des gens qui viennent du nord, du sud-ouest, surtout du Pays Basque, de Toulouse, de Béziers, de toutes ces contrées-là où culturellement on est avec un ballon de rugby. Ici à Marseille, on n'est pas en reste. Le rugby a bien sa place. On parle beaucoup des grands événements dont on a, nous organisateurs, participé à l'émancipation dans les années 2000. Mais voilà, le beach rugby fait partie de cette logique de développement de la discipline et du rugby en général et du beach rugby en particulier. C'est pour ça qu'on est étape du circuit européen. Alors les plaquages sont interdits et il n'y a pas non plus de mêlée. Dites-moi, on est plus dans le beach que le rugby, dites-moi tout. Oui, en fait, c'est ça la particularité, c'est que nous, ici à Marseille, on a été, nous sommes attachés à développer une discipline de beach rugby 5 à plaquer sur le sable, parce que c'est une discipline qui nous paraît plus proche de la discipline qu'on pratique à 15 ou à 13, et avec le plaquage qui est l'essence même de notre sport, le combat. On a développé cette discipline avec nos amis italiens, comme je le disais en préambule, et que voilà, aujourd'hui on a créé carrément une culture rugby où on a des joueurs spécifiques qui jouent au rugby traditionnel et qui peuvent aussi jouer à toucher, puisque là aussi on a un championnat de France, etc. Mais nous on est attachés au développement de la discipline de beach rugby 5 qu'on espère un jour voir reconnaître par la Fédération française de rugby, qui est la seule fédération au monde à pas reconnaître cette discipline-là. Heureusement qu'on a l'UFOLEP, qui est notre fédération de tutelle. Eh bien, Dédéon, il y a du travail à faire. Alors, faut-il être initié ? Le rugby à plaquer n'est en revanche ouvert qu'aux licenciés. Oui, principalement le rugby à plaquer avec ses contraintes de contact et de combat et principalement en direction des initiés et donc des licenciés. Après, on a des formes, comme on le disait tout à l'heure, de beach rugby à toucher qui permettent au plus grand nombre, à travers notre tournoi des partenaires et des anciens par exemple, les jeunes, on fait, et surtout le sport adapté. On travaille beaucoup sur cette population de personnes dans le sport adapté pour que le plus grand nombre, que ce soit au féminin ou au masculin, puisse venir participer à la fête. Oui, donc c'est ça, c'est ouvert aux personnes qui ont un handicap, qui souffrent d'un handicap physique ou mental ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire avec l'association Point Sud et Eric Dravet, qui est le cofondateur de cette discipline et de cette manifestation de beach rugby. Nous avons décidé il y a quelques années, en s'associant à des associations telles que TCAP 21, puis des ITEP et de différentes structures, de faire profiter en fait de notre manifestation à un public dit handicapé, de manière à leur proposer des sorties et puis
adapter ce sport qu'est le rugby à la pratique du rugby pour le plus grand nombre. De belles initiatives à promouvoir. À l'image de rugby à 15, le beach rugby suscite un réel engouement chez les femmes avec 10 équipes féminines. Oui, c'est ça. Ce qui est surprenant, c'est que le niveau croît chaque année. Notre équipe Oval Beach féminine a été une fois championne d'Europe. L'objectif, c'est d'aller chercher un nouveau titre et surtout de développer cette pratique auprès des jeunes filles pour que elles soient le réservoir de demain et puis d'avoir des équipes aussi internationales, voire européennes. On aura certainement les Mo Sisters qui viennent de Hollande, d'autres équipes d'Italie ou d'Espagne et du Portugal, puisque les Portugaises sont les championnes en titre de les brasseries 2022. L'objectif de cet événement est aussi de faire de Marseille la locomotive du beach rugby en France. Oui, ça l'a été depuis le début, depuis sa création en 2001. L'émergence du beach rugby, grâce à notre intervention et pas uniquement, a fait en sorte que cette discipline voit le jour, se structure auprès des fédérations. Aujourd'hui, on a une fédération internationale qui est World Rugby et une fédération européenne Rugby Europe qui reconnaissent cette discipline officiellement et qui pratiquent des compétitions avec nous, l'European Beach Rugby Association, au niveau international. Et il ne manque plus que, comme je le disais tout à l'heure, à convaincre le national pour qu'on puisse réussir notre pari pleinement. Un objectif ambitieux, mais vos projets ne s'arrêtent pas là. Il y a déjà la première Coupe du Monde de Beach Rugby 5 et évidemment les JO 2024. Oui, c'est ces événements-là qui font que ça crée une colonne vertébrale et puis ça nous permet aussi à nous de nous émanciper, de progresser, de suivre ces grands événements afin que la lumière qui soit portée sur ces grands événements nous permette à nous de récupérer quelques rayons et de faire briller le beach rugby à Marseille, parce que c'est l'essence même de notre motivation pour qu'on puisse arriver à nos fins et faire un superbe tournoi pour le plus grand nombre. Eh bien, merci Lionel pour ce coup de projecteur sur le beach rugby. Je mentionne le site beach-rugby.com où figurent toutes les informations. Il faut s'inscrire avant le 31 mai. Il y a même un tournoi où la presse est conviée. Jusqu'au 8 mai 2023, le MUSEM accueille l'exposition Alexandrie Futurs Antérieurs. Arnaud Cartamont, conservateur des antiquités égyptiennes et proche-orientales au musée royal de Marimont et commissaire de l'exposition, vous donne un avant-goût de cette visite qui nous invite à considérer sous un angle inédit la capitale de l'Égypte sous l'Antiquité. Bonjour à vous. Bonjour. Futur et antérieur, deux termes qui s'opposent pour désigner cette exposition, un peu comme l'art contemporain s'est opposé longtemps à l'art classique. Les deux sont réunis dans cette exposition. Cela peut surprendre certains visiteurs. Tout à fait, mais il était essentiel pour nous d'associer objets archéologiques et œuvres contemporaines pour montrer que les deux peuvent se nourrir l'une de l'autre et apporter un propos supplémentaire au contenu scientifique de l'exposition. Alors, comment ont été sélectionnés les 200 objets archéologiques proposés dans cette exposition ? Ils concernent la période des 8 siècles allant de la fondation de la ville par Alexandre le Grand jusqu'à l'avènement du christianisme. Eh bien, nous avons d'abord défini le scénario de l'exposition, vérifié les informations que nous souhaitions communiquer, et ensuite nous avons divisé le contenu en différentes sections: l'urbanisme, le savoir, le pouvoir, la religion, le monde des vivants et des morts. Et ensuite, nous avons à la fois recherché des œuvres dans des institutions de renommée internationale, mais également dans des musées beaucoup plus confidentiels pour montrer que Alexandrie, finalement, peut se découvrir dans la plupart des musées européens. L'art contemporain se révèle aussi un excellent outil pour révéler les problématiques qui accablent la société égyptienne d'aujourd'hui. Tout à fait. Un exemple emblématique est cette problématique de l'eau. Alexandrie a été très longtemps privée d'eau potable et c'est quelque chose qui va trouver un écho tout à fait contemporain aujourd'hui. On a également des notions liées à la disparition du patrimoine ou la précarité de celui-ci. L'approvisionnement en eau, enjeu crucial pour Alexandrie depuis sa création.
Oui, lorsqu'Alexandrie a été créée, il n'y avait que difficilement accès à de l'eau potable. Et donc les Ptolémées, les premiers pharaons d'Égypte, vont creuser un canal, aménager des sources souterraines pour justement pouvoir approvisionner la ville. Cependant, au IVe siècle de notre ère, un tsunami va ravager la ville et va contaminer l'eau en la salant. Ça va vraiment créer un problème dans l'Antiquité et ça va perdurer pendant des siècles. Et parmi les symboles du cosmopolitisme d'Alexandrie, la série de stèles funéraires conservées au Louvre. Que nous disent-elles sur la communauté juive d'Alexandrie de cette époque? A-t-elle joué un rôle éminent pour le pays? Dans la plupart des expositions consacrées à Alexandrie, on parle rarement de la communauté juive qui représentait pourtant près d'un cinquième de la population. On a de nombreux indices qui nous démontrent à quel point le judaïsme était officiel, était une religion officielle en Égypte, était toléré. Et on sait aujourd'hui que le christianisme alexandrin s'est vraisemblablement développé dans les communautés juives d'Égypte. C'est véritablement en elle que la chrétienté égyptienne, le monde copte, s'est développé. Une histoire plurimillénaire fascinante. Tout à fait, d'autant qu'on sait aujourd'hui, qu'on le constate, que l'église égyptienne, les coptes, ne sont pas dépendants du pape de Rome, mais ont leur propre pontife. Certains des 16 artistes présentés au cours de cette exposition sont égyptiens et leurs œuvres ébranlent quelque peu les savoirs et récits coloniaux ayant marqué la ville. Est-ce un tournant majeur alors que l'art a longtemps été un instrument pour promouvoir un mode de pensée occidental ? Oui, il était essentiel dans l'exposition d'avoir le point de vue et la pratique artistique d'Égyptiens et d'Alexandrins autant que faire se peut. Et ça permet à la fois aux visiteurs de se rendre compte de l'impact de l'Occident sur Alexandrie à l'époque coloniale, mais ça permet également aux artistes égyptiens de réaliser une sorte de thérapie en se réappropriant leur patrimoine et leur pratique artistique. Et donc, au-delà de leur vocation à transmettre des émotions, le rôle des artistes d'aujourd'hui serait-il aussi de permettre de redonner du sens dans un monde post-colonial ? Tout à fait. Il était véritablement essentiel que nous produisions de nouvelles créations artistiques. Il y en a 3 dans l'exposition. Et nous avons des artistes égyptiens qui émettent un regard critique sur leur histoire, sur les enjeux également, et mêlent à la fois le passé et l'avenir, d'où le titre de Futurs antérieurs. Autour de l'exposition, la participation du laboratoire du Caire pour les études urbaines, la formation et la recherche environnementale au consortium réunissant les institutions de 8 pays européens ne semble-t-elle pas être le meilleur moyen pour permettre aux Égyptiens de se réapproprier leur histoire et de contribuer à l'Égypte du futur ? Alexandrie est une ville tellement complexe qu'il était essentiel de regrouper des historiens, des archéologues, des artistes, des architectes, des sociologues. Et c'est véritablement ça que le projet européen a permis de faire, de créer ce laboratoire des différents savoirs, d'expliquer, de détailler, mais d'écouter l'autre, d'être disponible à la critique aussi, et aux avis, aux envies de création des Égyptiens. Et c'est véritablement ça qui va jouer le rôle de catharsis, si on peut dire, d'association pour passer à autre chose, réanalyser le passé d'Alexandrie pour pouvoir envisager son futur, mais ce sont les Alexandrins qui doivent envisager le futur de leur ville. Oui, à noter que ce projet mettant en relation archéologues, urbanistes, sociologues, historiens et artistes a reçu le soutien du programme Europe Créative de l'Union européenne. Le soutien d'Europe Créative était essentiel à la fois pour permettre à ces différents intervenants qui sont disséminés à travers toute l'Europe et l'Égypte de se rencontrer, mais ça démontre également la pertinence du projet puisque le projet européen ayant sélectionné ce projet Alexandrie et cette exposition, ça légitime en quelque sorte et ça montre bien une nouvelle approche de la recherche aujourd'hui qui est d'associer directement les Égyptiens lorsqu'on parle de leur histoire et de leur patrimoine. Oui, enfin, ça sera ma dernière question, puisque l'objectif de cette exposition est de revisiter l'histoire et le présent de la ville égyptienne, loin des mythes et des stéréotypes qui lui sont traditionnellement associés. Le musée hôte de cette exposition, le MUSEM, ne devrait-il pas lui aussi accorder une plus grande place à l'histoire phénicienne de Marseille ? Alexandrie est une ville multiple, cosmopolite, avec une histoire excessivement riche et variée, un peu comme Marseille également. Marseille est à la base une fondation phocéenne, il y a un patrimoine architectural,
en vestiges également, qui est conservé à Marseille. Et tout ce qu'on peut souhaiter pour l'avenir, c'est que effectivement cette histoire soit beaucoup plus mise en valeur. Mais là, à ce moment-là, c'est aux autorités du MUSEM de vous répondre et moins à moi. Tout à fait. Eh bien, je vous remercie Arnaud Cartamont pour cette interview qui m'a personnellement fascinée. J'espère que l'exposition séduira bien au-delà des amateurs d'histoire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du MUSEM, musem.org. Merci beaucoup.